Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce webinaire Learneo Webikeo, le webinaire sur VCF 9 intitulé Comment VMware Cloud Foundation révolutionne le cloud privé. Alors, nous allons articuler cet exposé d'une vingtaine de minutes en 5 thématiques. On va d'abord voir d'où on vient, voir ce qui a quand même bousculé pas mal de choses, à savoir le tournant insufflé par Broadcom, pour voir le produit phare, à savoir le VCF, et puis qu'est-ce qu'on va en faire de ce VCF en termes de migration, acquisition, déploiement du produit, et puis un sujet qui est important quand même, la gestion des compétences associées à ce produit. Euh, c'est un sujet assez important. Alors, ce webinaire est organisé par Learneo. Learneo, 21 ans d'existence en tant qu'organisme de formation spécialisé dans l'IT, une équipe d'instructeurs VMware VCI depuis 2017 et puis surtout Learneo est partenaire service de VMware pour accompagner ses clients dans des déploiements, du conseil ou toute opération de service. Je suis Sébastien, responsable des opérations chez Learneo. Je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire et je suis moi-même accompagné par notre expert, un de nos experts, à savoir Patrick, que je laisse se présenter. Patrick qui est consultant à Learneo et qui est aussi formateur en réseau, en virtualisation, en sécurité, alors virtualisation publique et privée. Eh bien, super. Alors, Patrick va répondre déjà aux questions que vous poserez tout au long de ce webinaire. Donc, on aura 5-10 minutes à la fin pour les questions. Et puis, je le consulterai de temps en temps au sujet de certaines questions, justement, avec un éclairage un peu technique. Ici, on est sur une présentation générale, justement, du produit, comment il arrive, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis, dès que ça deviendra un peu compliqué, je passerai la parole à Patrick. Patrick qui pourra, par ailleurs, m'interrompre à chaque fois qu'il le jugera utile. On va voir si c'est souvent. Alors, d'où est-ce qu'on vient? L'héritage de VMware, des origines à la domination du marché. VMware a été fondé en 1998, donc ça ne nous rajeunit pas. On vous a mis quelques captures vintage pour les nostalgiques. Et l'idée de base était claire, c'était de dissocier le logiciel du matériel. En fait, on a un petit peu oublié à quel point c'était une plaie d'être dépendant du matériel sur lequel on installe un système d'exploitation ou des applications. À l'époque, c'était quand même compliqué. Et VMware Workstation, qui est sorti en 99, le premier produit industriel professionnel qui permet de faire ça, a été une absolue révolution. Ça a changé les mentalités, ça a jeté les bases conceptuelles de la virtualisation moderne. Une révolution pour les développeurs et les testeurs. En fait, c'est eux qui ont fait adopter, qui ont fait passer le produit VMware Workstation dans l'inconscient collectif des informaticiens. Parce qu'à l'époque, on installait, on testait un produit, et ben il fallait tester, on faisait des paramètres, ça marchait plus, on savait pas si c'était à cause des paramètres ou d'autre chose, donc on refaisait une installation toute propre. Bref, ça prenait des journées entières. Avec VMware Workstation, on revient en arrière, on a des machines propres, on peut faire plusieurs installations parallèles du même produit. Enfin bref, une souplesse jamais connue jusqu'alors. Du coup, on s'habitue tous à avoir du VMware Workstation, à tester tout ce qu'on veut, mais ça reste un produit qui est local, qui est utilisé sur une station de travail. Et pour donner un peu plus d'envergure aux machines virtuelles, il va falloir passer à la taille au-dessus. La taille au-dessus, c'est mettre tout ça sur des serveurs, rentrer dans le data center, en fait, passer du laptop au data center. Et en 2001, nous avons l'avènement de l'ESX Server. Alors, on change de concept, hein. On est sur ce qu'on appelle un hyperviseur bare metal, on est à même le matériel directement sur le serveur qui nous héberge sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire d'un système d'exploitation déjà installé. Et ben, les résultats, vous les connaissez, la stabilité, la sécurité, les performances. Le SX Server n'est là pour faire que ça, il ne fait que ça, donc il le fait bien et de façon prévisible. Une fois qu'on a ça, on veut s'organiser, on veut gérer nos machines virtuelles qui sont hébergées par le SX. Un ESX, c'est peu, autant en mettre plusieurs. Et puis pour organiser tout ça, on va structurer notre fonctionnement avec Virtual Center. Virtual Center en 2003, et là on a des fonctionnalités avancées. Le vMotion, on déplace une machine virtuelle allumée d'un serveur à un autre. On fait du partage de charge, de la haute disponibilité. Donc, ça change beaucoup de choses. Et ce qui, pour nous, aujourd'hui, est complètement naturel, à l'époque, était une révolution absolue. Puisqu'on est dans la nostalgie, on va bientôt passer
au présent et au futur, vous inquiétez pas. Souvenez-vous, pour ceux qui ont connu, les premières versions de Virtual Center pouvaient être installées soit en tant que machine virtuelle, mais ce n'était pas l'option préférée. En général, les administrateurs préféraient mettre ça sur un serveur physique, ils avaient plus confiance. Ça illustre un petit peu le chemin parcouru et à quel point aujourd'hui les machines virtuelles sont un fonctionnement complètement naturel, tout aussi fiable qu'autre chose, alors que on faire son chemin dans les idées de chacun. Bon, on a notre SX, on organise les machines virtuelles. Maintenant, il faut prendre encore un peu plus d'envergure. Le data center, c'est plus que des machines virtuelles. C'est de l'infrastructure, c'est du stockage. Eh ben, on pousse le bouchon encore un peu plus loin et on va aborder la notion de Software Defined Data Center. On étend la virtualisation à tous les aspects du data center. Stockage, réseau, sécurité. Et on gère tout ça avec la même souplesse qu'on gère les machines virtuelles. Donc la révolution de la virtualisation des serveurs, eh ben, on va la pousser dans tous les aspects du data center. Et ça va amener VMware, en 2016, à sortir sa première version de VMware Cloud Foundation. Eh ben, c'est ce data center défini logiciellement qui est packagé de façon cohérente pour que chacun puisse avoir une souplesse absolue dans la gestion de ses infrastructures. Broadcom imposera VCF comme produit phare, mais vous voyez que ce n'est pas une lubie de Broadcom, c'est quelque chose qui est arrivé à maturité et qui a fait son chemin et qui faisait partie du schéma initial de VMware avant le rachat. On va justement regarder comment Broadcom a donné une inflexion un peu spectaculaire à tout cet écosystème VMware, mais auparavant, un petit sondage. Puisqu'on est dans la nostalgie, restons-y. Quelle a été votre première rencontre avec VMware? Il y en a pour qui ça a été une révolution, d'autres pour qui c'est quelque chose installé dans le paysage. Pendant que vous répondez, les sondages, c'est le petit bouton en haut à droite, vous pouvez déployer le petit panneau latéral et répondre à la question. Pendant que vous répondez, souvenez-vous, à l'époque de VMware Workstation, on a tous eu des collègues, en tout cas pour les plus vieux d'entre nous, on a cette chance avec Patrick d'être âgé, quand on installait un système d'exploitation virtualisé pour la première fois, il y avait la fameuse question, l'installation va détruire toutes les données du disque, êtes-vous d'accord? Et je me souviens qu'on a tous hésité à répondre oui, parce qu'on était sur notre ordinateur portable à se demander si ça allait pas tout péter. Aujourd'hui, on fait ça sans y penser. Alors, les votes sont ouverts et nous avons les résultats. Eh bien, vous êtes la moitié à avoir commencé avec VMware Workstation, un quart sur des infrastructures vSphere, vCenter, et un quart qui n'a pas encore exploité professionnellement VMware. Donc, nous avons un résultat parfaitement équilibré. Eh bien, on va voir où tout ça nous mène avec la deuxième partie, le tournant stratégique imposé par Broadcom. Là, sur l'historique, j'ai beaucoup parlé parce que c'est facile, mais maintenant, Patrick va être sollicité un petit peu. Ça va devenir un peu technique, mais rassurez-vous, pour l'instant, on est sur un panorama. En 20 minutes, il est évident qu'on ne va pas tout raconter de ce qu'il faut savoir, comprendre et connaître de VCF, mais c'est important de voir un petit peu comment les choses arrivent, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour de la nouvelle politique imposée par Broadcom, beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup d'inquiétudes. L'idée, c'est de voir comment on peut tirer le meilleur de tout ça, et spoiler alert, il y a largement moyen. Alors, s'il n'y a qu'un mot à retenir, c'est la simplification. L'écosystème VMware, alors on n'est pas à 3 produits près, hein, mais 168 produits selon les organisateurs, c'est beaucoup de possibilités logicielles, beaucoup de fonctionnalités. Et on a besoin, on prend un produit, on souscrit une option. Là, Broadcom dit, allez, simplifions. Broadcom est le taureau de la virtualisation. 2 bundles. Faites avec. Choisissez le gros produit, VCF, celui qui nous occupe aujourd'hui. Et puis quand même, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais on va quand même parler de VVF parce que VCF, c'est une grosse machine qui s'adresse à des grosses infrastructures. VVF adresse un marché un peu plus petit, un peu plus limité dans les besoins et les fonctionnalités. Et ça segmente en fait la base de clients VMware en deux, genre je dirais pas deux moitiés parce que c'est pas réparti de façon forcément équitable, mais en gros les gros clients avec des gros besoins et puis les petites structures avec des petits besoins raisonnables mais largement suffisants.
Alors, avec VCF, vous avez la totale. Et une première question pour Patrick, question générale, qu'est-ce que ça change? Comment quelqu'un qui avait une infrastructure, une infrastructure VMware moyenne, on va dire, va appréhender avec ces changements-là? Il se retrouve avec un VCF. Comment il gère ça? Patrick, tu as 1 minute. Très bien, merci Sébastien. En effet, VCF, c'est une organisation du cloud qui est conçue pour être très scalable, c'est-à-dire qu'elle se met à l'échelle très facilement. On peut faire du cloud privé mondial avec du VCF. Il est conçu pour ça. Alors, on peut mettre des petites infrastructures et on peut rajouter des modules. Ça fonctionne sous forme de petites bulles qu'on vient mettre les unes à côté des autres. On appelle ça des workload domains. Et donc, on crée autant de bulles qu'on veut. Finalement, on n'est pas vraiment limité avec ça. Et on peut isoler chacune des bulles, connecter les bulles, on fait du réseau virtuel entre nos bulles, on fait du compute virtuel, etc., du stockage virtuel. Donc, quand vous avez des grosses infrastructures, l'organisation en bulles marche très bien. Quand on a des infrastructures qui sont moyennes ou qui sont petites, on a moyen d'avoir des architectures, enfin on peut utiliser des architectures qui sont simplifiées. Et on peut avoir des bulles dans lesquelles la partie management et la partie workload, par exemple, donc nos charges de travail, sont fusionnées. Et donc VCF peut faire peur de prime abord, et il a fait peur quand il est sorti, parce qu'on a eu peur que le produit soit trop puissant, mais dans les options d'architecture qu'on a sur le VCF, il y a moyen d'avoir des niveaux qui sont soit plus réduits, soit très réduits. Voilà, on a en gros 3 grands modes d'architecture du produit. Donc vous pouvez avoir du VCF avec de la virtualisation de réseau, de stockage, de compute, avec VCF, même sur une application moyenne. Et le VVF, lui, ne comprend pas la virtualisation du réseau, fondamentalement. Donc le produit NSX de VMware qui permet de faire la virtualisation du réseau est inclus dans le VCF, il n'est pas inclus dans le VVF. La grande différence est là. Et du coup, avec le VVF, on a une infrastructure qui est forcément plus limitée. On a des capacités de gestion qui sont plus allégées, beaucoup plus allégées. Merci Patrick. Et quand on verra la partie justement gestion des compétences, ça sera un distinguo assez important de savoir est-ce qu'on a NSX, est-ce qu'on a toutes les capacités ou est-ce qu'au contraire, on fait des choses à plus petite échelle. Alors, on va pas tout lire, hein, c'est long. Rupture, révision complète du modèle. Moi, je retiens le mot-clé simplification. Des offres simples, on l'a dit, une notion d'abonnement avec un support inclus. Vous posez plus de questions, vous avez le produit, vous avez le support, tout va très bien. Vous voyez que on vous laisse un peu de temps pour migrer si vous avez des licences V8. Hein, les updates de sécurité sont inclus jusqu'en 2027. Et puis une tarification plus simplifiée, moins compliquée sur le nombre de processeurs physiques. Donc, on essaye de standardiser au maximum l'offre. Donc voilà les éléments insufflés par Broadcom. On simplifie le modèle, on simplifie 2-3 éléments liés à sa commercialisation et ça nous donne le produit VCF. Il n'y a plus qu'à l'utiliser et nous y voilà. Alors, la plateforme stratégique, Patrick a bien abordé le concept. On va regarder ça d'un peu plus près. On va prendre un peu de hauteur, on va aller dans les nuages, puisque le sous-titre du webinaire, c'est comment VMware Cloud Foundation révolutionne le cloud privé. Il y a 2 fois cloud dans le titre. Si on regarde, on s'est habitué au confort des clouds publics. On s'est habitué à dire, j'ai besoin de ressources pour 5 minutes, pour 1 heure, pour 1 an, je les prends. On s'est habitué à ne pas s'embarrasser avec les ressources sous les ressources. C'est-à-dire, quand vous êtes en cloud public, vous vous doutez qu'il y a de la puissance de calcul, donc vous êtes chez Amazon, Azure ou autre, hein, vous vous doutez qu'il y a du stockage, mais ce n'est pas votre problème. Eh ben, l'idée, c'est simplement d'avoir le même confort d'utilisation, mais que vous maîtrisez intégralement. Donc VCF est une pile logicielle qui gère, comme on l'a dit, le calcul, le stockage, le réseau, le cloud, la sécurité, tout ça, et qui va vous fournir une expérience de cloud cohérente, que vous soyez chez vous exclusivement, un cloud strictement privé, et il y en a qui en ont besoin, que vous soyez en cloud public ou plus raisonnablement en cloud hybride, que vous jongliez comme tout un chacun avec des ressources que vous gérez intégralement ou que vous sollicitez dans des hébergements VMware en cloud public. Et alors on verra plus tard,
que ça facilite la gestion du cycle de vie de l'ensemble de l'infrastructure. En fait, ce concept-là, à savoir on a le confort vu d'en haut et on ne s'embête pas avec tout ce qui est en dessous, c'est fondamental, c'est la ligne directrice de VCF. Les piliers de VCF. Alors, il y a plein de choses dans VCF. Là, on s'est limité avec quelques pictos à, on va dire, le fond culturel commun qu'on a quand on fait du VCF. Les incontournables. Toute personne qui travaille sur VCF doit avoir au moins une compréhension, une connaissance de ses composants. Alors, je vais laisser Patrick nous les décrire. Une phrase chacune, une phrase pour chacun de ces composants. L'idée, c'est d'avoir la vision d'ensemble, surtout pas d'aller dans le détail, sinon on va y passer la journée. Et puis, s'il y a d'autres composants qui te semblent fondamentaux, Patrick, qui ne sont pas mentionnés ici, fais-toi plaisir en 1 minute. Très bien, merci Sébastien. Alors oui, les composants principaux de VCF, vous avez au centre VCF Operations qui est le logiciel qui va permettre de synchroniser l'ensemble de tout notre système VCF. On appelle ça une fleet, une flotte. Alors, le VCF Operation provient du produit ARIA, parce que j'ai vu dans les sondages que la moitié d'entre vous connaissent déjà l'environnement. Donc voilà, c'est une évolution d'ARIA Operations qui s'appelle maintenant VCF Operations. On a toujours vSphere, avec son environnement classique, SXI, vCenter, tout ça, ça continue pour ceux qui connaissent aussi. VCF Automation qui permet d'automatiser tout un tas d'opérations dans le système et qui se connecte à tout le reste pour modifier les infrastructures. Par exemple, il va vous modifier le réseau virtuel géré par NSX. Il va pouvoir accéder au réseau vSAN de stockage que vous avez installé. Voilà. Et tout ça se parle et comment dire, vendu comme une solution qui est intégrée. Et ça, c'est la grande force de VMware depuis le début. C'est pour ça aussi que beaucoup d'entreprises l'ont adopté. C'est qu'on a un environnement intégré où tous les éléments sont faits pour fonctionner ensemble et ils fonctionnent bien ensemble. Depuis l'operations, depuis l'automation, on gère toute notre infrastructure et on fait évoluer toute notre infrastructure. Bravo. Tu ne nous as pas parlé du SDDC Manager. Alors, le SDDC Manager, c'est un... C'est un clin d'œil. Oui, voilà. On s'en est parlé juste avant. Alors, exactement, parce que un certain nombre d'entre vous connaissent une machine virtuelle qui s'appelle le SDDC Manager, qui était utilisée sur le VCF jusqu'en version 5. Il existe encore en VCF, mais il est en train de disparaître en version 9. Il est remplacé par le VCF Operations maintenant. Donc, il y a une évolution importante entre la version 5.2 de VCF et puis la version 9. En effet. Alors, à qui s'adresse VCF? À tous ceux qui ont besoin de souplesse, de structuration. Donc, dans le public cible, on a les grandes entreprises, les secteurs réglementés. Ceux qui ont besoin, on l'a dit, du contrôle et de la sécurité d'un cloud privé, c'est quand même très important. Et quand vous êtes en cloud public, on a évoqué les éléments de confort, ça, n'y revenons pas, le marché a largement statué là-dessus, mais on a quand même les problèmes de dépendance, éventuellement de sécurité, des enjeux géopolitiques. Donc, des fois, on veut absolument tout avoir chez soi et retrouver ce même confort, le contrôle en plus, eh bien, c'est un cas d'usage particulièrement pertinent pour VCF. Donc, pour aller adresser complexité du cloud hybride, intégration de tout ce qui est moderne, donc tous les fonctionnements applicatifs, y compris conteneurisés avec Kubernetes. Et Patrick, peut-être un petit focus sur la notion d'automatisation du cycle de vie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques phrases? Alors, il y a en effet plusieurs questions qui se posent autour du cycle de vie, et ça, en fait, c'est le métier de tous les gens qui font les opérations. On doit déployer des solutions, on doit les mettre à l'échelle, c'est-à-dire parfois augmenter la capacité, mais aussi parfois la réduire parce que ça coûte de l'argent et on n'a pas envie d'en investir si ça ne sert pas à quelque chose. Donc, tout ça, c'est géré par l'environnement VCF Automation et VCF Operations qui vous permettent très facilement de rajouter des serveurs, de retirer des serveurs de votre infrastructure, quel que soit l'endroit où c'est dans le monde. Donc, un point là sur le déploiement, la suppression de l'infrastructure. Dans le cycle de vie, on inclut aussi la mise à jour, les patchs, les montées de version
qui sont des opérations normales, courantes, quand on fait des opérations sur un data center, qui ne sont pas des opérations exceptionnelles, mais c'est le cœur du métier. Ça aussi, c'est pleinement intégré. On a des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle le lifecycle management, c'est-à-dire tous les passages de patch, de mise à jour. Avec la version 9, VMware a innové. Il y a un certain nombre d'opérations qui se font sans même arrêter les serveurs, sans même les rebooter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vos charges de travail qui tournent sur un serveur et en même temps, il fait la mise à jour du système. Il y a un gel qui est très rapide, très court, en fait, des machines virtuelles à un moment donné qui bascule de l'ancienne version à la nouvelle version et tout repart comme ça. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait sur cette partie lifecycle management dans tout l'environnement. Voilà, on dit en une minute à peu près comment ça fonctionne. Merci. Et c'est important parce que j'ai mis un petit focus sur le confort d'utilisation pour les consommateurs de ressources, ceux qui ont besoin de machines virtuelles. Mais ça ne veut pas dire que les administrateurs VCF doivent souffrir. Donc tout le monde est content. Hein. Ceux qui consomment des ressources, ils ont la souplesse. Et puis ceux qui administrent l'infrastructure VCF, eh ben, ils ont des éléments d'automatisation. Ils sont guidés, ils sont accompagnés, quelle que soit la tâche. Alors, on est convaincu, on veut du VCF. Maintenant, comment on y va? Enjeux techniques et opérationnels de la migration. Alors, c'est un projet d'envergure stratégique parce que même si VCF est à géométrie variable et on peut faire des petites ou moyennes infrastructures ou des choses gigantesques, quand même, la finalité, c'est de lui confier l'essentiel de nos ressources. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. Ce qui peut nous rassurer, c'est que ça n'est pas une mise à niveau incrémentale de vSphere, c'est-à-dire que on peut avoir l'idée de dire, bah voilà, hein, j'ai plein de serveurs, je les mets à jour un par un, puis à la fin je suis en VCF. Pas du tout. Si on simplifie les choses, si j'ai bien compris ce que Patrick m'a dit, on installerait une nouvelle instance VCF toute neuve qui irait recueillir l'existant et il y aurait le VCF qui phagocyterait petit à petit à votre rythme l'infrastructure existante, donc pour l'intégrer dans un nouveau fonctionnement, mais évidemment à votre rythme, sans interruption et avec toute la souplesse que vous pouvez souhaiter. Question quand même, avant d'y aller, Patrick, faut-il repenser la manière dont l'infrastructure est conçue ou est-ce que la souplesse de VCF nous permet au contraire d'y aller la fleur au fusil? Alors, en effet, la migration, merci Sébastien, c'est une vraie question. En fait, c'est un vrai projet. Le VMware va nous obliger à basculer de la version 8 à la version 9. La version 8 est encore supportée 2 ans. Ensuite, on va devoir passer en version 9. L'architecture de la version 9 reprend des éléments de la version 8, mais elle les complète avec des éléments supplémentaires. Donc, on ne va pas pouvoir prendre nos environnements V8 et faire un upgrade en V9 comme on avait l'habitude de faire auparavant. On est passé de la V6 à la V7, de la V7 à la V8. Vous connaissez les principes. On faisait des mises à jour des logiciels, en fait, mais l'architecture ne changeait pas. Ici, avec VCF, l'architecture change. Alors, on a plusieurs façons d'aborder l'opération. On peut très bien garder une infrastructure en V8 et à côté, monter une infrastructure toute neuve en V9. Et on va faire des migrations de nos charges de travail de l'infrastructure V8 vers l'infrastructure V9. Ça, on peut le faire. On a un certain nombre d'outils qui sont fournis par VMware et qui nous permettent d'aller plus directement faire l'intégration. On peut faire une conversion de notre infrastructure en V8. Alors pour ça, on va faire un upgrade en V9 et on va l'intégrer dans VCF. Et à ce moment-là, on aura converti notre environnement pour l'intégrer dans l'architecture V9, c'est-à-dire VCF 9. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de faire de l'importation. On va prendre notre bulle V8 et on va la mettre dans un container V9, dans un workload domain. Et on va avoir au sein de notre infrastructure VCF V9 un espace isolé V8 et il va être capable de parler avec le V8. Alors ça, c'est valable de façon temporaire, sachant que, encore une fois, dans 2 ans, on va être obligé de migrer notre V8 vers le V9. Mais ça nous permet d'entrer rapidement dans un espace V9, de mettre nos nouvelles charges de travail, nos nouveaux projets directement en V9, sans devoir gérer à la fois une architecture V8 et une architecture V9. Voilà les différentes options qu'on peut avoir. Donc, soit on
ne fait rien, on connecte avec le réseau, soit on convertit, soit on importe. Tout ça, c'est possible. Et on peut bien sûr mixer ces différentes options. Parfait. Donc on a le choix, et c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a quand même des questions à se poser? On ne peut pas ne pas parler de la gestion de la compatibilité matérielle avec la Hardware Compatibility List, la fameuse HCL. Et puis, il y a sans doute un enjeu aussi sur le réseau physique, parce que quand même, on a plein d'éléments qui doivent communiquer ensemble et il faut être assuré de la robustesse du réseau. En fait, on peut faire évoluer pas mal de choses assez facilement. Le réseau est sûrement celui qui est le plus compliqué une fois que les choses sont installées, à reprendre de fond en comble. Patrick aura peut-être des conseils là-dessus. Et puis une question sur le HCL, Patrick, donc 2 questions pour toi. Les aspects réseau, est-ce qu'il y a des choses absolument à prendre en compte avant? Et puis la HCL, est-ce que c'est absolument incontournable ou est-ce que, allez, en négociant bien, on peut bricoler? Alors oui, merci Sébastien. Oui, en effet, ce sont des questions importantes quand on veut installer du VCF. Alors la partie réseau, elle est fondamentale parce que on va créer un réseau virtuel sur l'ensemble de notre infrastructure. Et si on veut que des machines sur des sites distincts aient l'impression d'être sur le même réseau, réseau de niveau 2 pour ceux qui connaissent les arcanes du réseau, on va créer des tunnels entre les deux et pour que les temps de réponse soient bons, pour qu'on ralentisse pas les machines virtuelles, qu'on ralentisse pas les containers, il va falloir que ce réseau soit rapide. Donc, on a des contraintes à ce niveau-là. Si on utilise du vSAN, qui est la technologie de stockage virtuel proposée par VMware, qui est complètement intégrée dans le VCF, en fait, quand vous avez le VCF, vous avez le vSAN avec. Et vous avez des crédits vSAN qui sont assez importants. Le vSAN exige que vous ayez un réseau rapide parce qu'il répartit de façon homogène les écritures sur l'ensemble des serveurs pour pouvoir reprendre en cas de panne. Donc, il est très robuste, il est très résilient, mais il exige lui aussi qu'on ait un réseau rapide. Si on utilise du vSAN, la dernière version, l'ESA, il faut qu'on ait des cartes réseau qui fassent minimum 25 gigabits par seconde, ce qui n'est pas forcément disponible tout le temps aujourd'hui. Alors, quand on dit carte réseau à 25 gigabits par seconde, ça veut dire qu'il faut que derrière, on ait une infrastructure physique qui soit capable de supporter ces débits. Donc, on a en effet une exigence de réseau derrière. Pour ce qui est de la Hardware Compatibility List, c'est la liste des matériels qui ont été testés et vérifiés et qui fonctionnent bien sur VCF 9. VMware, Broadcom maintient sur son site la liste des matériels qui ont été testés et validés. On peut toujours installer les solutions sur des systèmes qui ne sont pas validés, mais au moment où on les installe, les systèmes operations et automation vont vérifier la nature des hardware sur lesquels on installe les logiciels. Ils vont nous mettre des alertes si on n'est pas sur la Hardware Compatibility List et on risque d'avoir aussi derrière des soucis avec le support de VMware si on a après des problèmes sur nos infrastructures. Et donc, il est important de respecter la Hardware Compatibility List. Nous, quand on fait des migrations, on va devoir vérifier que le matériel qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne en V8, est compatible avec la V9. La V9 demande parfois des processeurs plus puissants que ce qu'on avait en V8. Donc, les petites configurations V8 risquent de ne plus être compatibles V9. Merci, Patrick. Alors, on va aller vite parce qu'on approche de la fin. Peut-être un point presque philosophique. On a forcément des possibilités nouvelles, des produits nouveaux qui sont inclus dans VCF qu'on n'avait pas ou qui ont évolué avec la version. Je pense à NSX, on l'a abordé au départ. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui, en passant à VCF, vont bénéficier de NSX. Par quel bout on prend ce machin? On verra aussi dans la partie formation que c'est sûrement la marche la plus haute à monter ou la moins digeste selon le bagage personnel et l'expérience qu'on a. On a des fonctionnalités supplémentaires sur les airbags, on a une gestion des certificats simplifiés, on a une liste interminable de choses qui ont évolué. Patrick, je crois que c'est la dernière question pour toi. Comment est-ce qu'on va bien appréhender les possibilités nouvelles? Il y a deux solutions, hein. Soit on a des choses, on dit je m'en fous, je fais avec ce que j'ai, puis je verrai plus tard si j'ai envie d'aller taper dedans. Ou alors, au contraire, pardon, mais c'est compris dans le prix, comment j'en tire le meilleur parti? Alors Patrick, en
30 secondes cette fois. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Merci Sébastien. Mais en effet, il faut comprendre les concepts de VCF, comment le système est architecturé. Ils ont fait des choix d'architecture qui sont puissants, qui sont très souples, mais on doit être capable de les utiliser. Il faut connaître les outils pour pouvoir bien les utiliser. Et donc, mon conseil à moi, c'est de prendre le temps de regarder comment ça marche avant de se mettre à y installer des workloads. Parfait. Alors, juste avant d'aborder la dernière partie, celle qui touche aux formations, parce que c'est important, gestion des compétences. Ah ben non, du coup, il y a encore une question. Traditionnellement, on a, par la force des choses, presque des équipes qui travaillent un peu en silo. Pas que ce soit forcément voulu comme ça, mais on est emmené, guidé par nos compétences, c'est-à-dire on est spécialiste serveur, applicatif, stockage, réseau, sécurité. Or, VCF, on va le voir dès la première formation officielle, a une approche naturellement transverse de ces compétences. Alors après, on peut faire un petit peu d'épicerie fine avec Airbag qui va permettre de garder, ou plutôt de donner la maîtrise à une équipe spécialisée dans quelque chose plutôt et ne pas la laisser trop tripoter d'autres éléments. Mais du coup, Patrick, 30 secondes toujours, l'approche, elle est transverse ou ciblée en termes de compétences? Eh bien, en fait, on fait ce qu'on veut. Parfait. Alors, c'est de la virtualisation, donc il faut quand même aborder ça sous l'angle de la virtualisation. Mais avec le système de gestion de droits, vous pouvez très bien donner à des équipes différentes des droits différents, ou bien à une équipe l'ensemble des droits, et tout est possible entre deux. Formidable. Allez, oui, petit sondage avant la dernière partie très courte de cet exposé, et après c'est vos questions. Donc l'adoption de VCF va-t-elle vous amener à revoir la gestion de vos compétences internes? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Le sondage est toujours ouvert. Alors, bon, comme l'heure tourne, on va passer à la suite et on va laisser le sondage tourner. Vous répondrez peut-être après avoir vu justement la dernière diapo sur les compétences VCF. Alors, les parcours de certification officielle de Broadcom sont la bonne approche pour se positionner en termes de compétences et amener ses équipes à un niveau opérationnel souhaité. On peut commencer par le VVF, à qui on a fait 2-3 clins d'œil. C'est relativement simple, c'est des infrastructures simples. Donc, vous avez une formation qui s'appelle Build, Manage and Operate de 5 jours qui va vous donner la vision d'ensemble de ce qu'il faut savoir pour votre infrastructure VVF. Si vous êtes en VCF, c'est un peu plus costaud. Et là, Broadcom nous propose un parcours de formation de 4 fois 5 jours. Alors, c'est à la carte, on n'est pas obligé de tout suivre, bien au contraire. Mais on va commencer par le Build, Manage and Secure, qui est le côté opérationnel initial, c'est-à-dire comment on fait quand on veut commencer à faire quelque chose. Je vous avais parlé de l'approche transverse. Dans le Build, Manage and Secure, vous abordez les produits comme NSX et vSAN. Donc, on n'est pas du tout dans la spécialisation. Et c'est important, on va parler des prérequis aussi, on considère que vous connaissez déjà ces produits. Donc, si vous nous sollicitez pour des formations, on aura une attention toute particulière aux prérequis parce qu'il ne s'agit pas d'être dégoûté de VCF avant d'avoir commencé et de passer 5 jours à souffrir. Après le BMS, donc Build Manage Secure, vous avez le Automate and Operate. Donc ça fait écho, ça fait référence aux composants dont Patrick a parlé pour industrialiser tout ça, automatiser, avoir les retours d'informations, faire en sorte qu'on ait le moins possible besoin d'y toucher. On a en parallèle le troubleshooting, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Et puis un cours un peu particulier, Solution Architecture and Design, avec une petite faute de frappe, qui nous permet d'appréhender l'ensemble de l'infrastructure. Mais on a vu, Patrick nous a dit qu'il y avait quand même énormément de souplesse pour la façon dont on va déployer tout ça. Donc, on est relativement à l'aise.
Je vous rappelle que nous sommes partenaires services de Broadcom et qu'on participe à de nombreuses missions. Donc, moi, je ne saurais trop vous recommander les formations officielles. C'est quand même le meilleur moyen d'avoir un apprentissage structuré. Et en VCF, on a besoin de structure. Mais si vous avez besoin d'un coup de main un petit peu plus ciblé pour vos déploiements ou pour toute opération d'administration particulière, eh bien, nos équipes sont à vos dispositions également. Patrick, sur l'aspect formation, est-ce que tu as une recommandation, un commentaire particulier? Sur l'ensemble VCF, le cours Build, Manage and Secure que je donne par ailleurs ici, me paraît très intéressant parce qu'il pose tous les concepts de VCF. Donc, on explique l'architecture, on explique les liens entre les différentes parties, comment, à quel endroit se fait la scalabilité, à quel endroit on est, comment dire, souple au niveau de la gestion des droits. On peut fonctionner par tenant, c'est-à-dire qu'on peut isoler certaines parties de notre infrastructure, la déléguer à d'autres entités. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Quand on connaît les pièces, on est capable derrière de jouer avec notre Lego et de faire notre construction perso. Mais c'est important de connaître les pièces avant. Donc le premier cours BMS est vraiment très intéressant pour ça. Il vous donne tous les concepts que vous allez utiliser par derrière, vous avez toutes les briques. Voilà. Après, les autres, ça dépend de vos besoins. Tout le monde n'aura pas besoin des autres cours. Parfait. Eh bien, nous arrivons au terme de cette présentation et maintenant, nous allons répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'en régie, nous avons des questions? Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Moi, j'ai préparé une petite question qui revient souvent. C'est un point de vue strictement pratique, mais Patrick, tu vas pouvoir nous éclairer. Le temps de laisser arriver d'autres questions s'il y en a. Est-ce qu'on peut déployer VCF de façon virtualisée, donc de façon nested? Non, ça n'est pas recommandé par VMware, c'est pas une configuration supportée. Mais Sébastien, qu'est-ce que tu entends Non, comme alors, nested? pardon, oui, je parlais à des fins de test, hein, c'est-à-dire alors oui, à la on fin n'a des pas tests, tous les oui. serveurs qu'il faut juste pour essayer, donc est-ce qu'on peut se faire ça pour se faire la main, se familiariser avec le produit? Alors oui, on peut créer un environnement de test. Alors, VMware, Broadcom ne propose plus maintenant de licence gratuite pour les petites infrastructures. Donc, il faudra quand même prendre une licence. Mais ils ont étendu la période de grâce au début quand on achète une licence. On ne commence à la payer qu'après 90 jours. Donc, vous pouvez très bien prendre des licences Broadcom et les installer sur une infrastructure, tester une infrastructure VCF. Pendant 90 jours, vous n'avez pas besoin de payer les licences. Voilà. Alors, si vous voulez tirer un petit peu sur la corde, vous pouvez aussi ne pas payer de licence après les 90 jours. Il va vous laisser travailler encore pendant quelques mois avant de bloquer. Ceci dit, attention, parce qu'il va vous demander de la régularisation après, et il y a un surcoût de 20% quand on régularise. Donc, c'est mieux de respecter les 90 jours. Mais oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, quand on donne les cours, on propose, et c'est inclus dans les cours, un environnement virtualisé où vous pouvez aller tester des produits. Et ça, c'est bien sûr, c'est inclus dans le cours. Donc, à ce moment-là, vous avez moyen d'avoir accès aux environnements, vous les testez, il y a un certain nombre de labs qui sont proposés, mais vous pouvez très bien sortir des labs si vous voulez, tant que vous restez dans la topologie qui est proposée dans le lab. Très bien. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de questions. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre attention. Vous avez les informations, le site web Learneo, et puis à vous dire à très bientôt pour notre prochain webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci de votre participation. Et c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Un vrai plaisir.